Une entreprise qui toucherait les acomptes sans jamais finir les chantiers, qui ne déclarerait pas des salariés, qui imiterait la signature de certains de ses clients pour toucher leur crédit et disparaître. Est-ce que vous étiez au courant, monsieur? Parce que c'est important, tout le monde nous regarde là. Est-ce que vous étiez au courant qu'elle a fait de fausses signatures? C'est une affaire incroyable et elle commence par un reportage de Timothée Vienne. Voilà ce qui aurait dû être ma véranda, évidemment. Donc c'est 6 000 € partis en fumée. 6 000 € d'acompte, un crédit à rembourser chaque mois. Voilà le prix de ce produit inédit, la toute dernière folie inventée par des pros du bâtiment, la véranda invisible. C'est du vent, c'est de la tramontane. Améliorer les conditions de vie de sa famille, préparer ses vieux jours, valoriser un patrimoine. Chaque année, comme Françoise, vous êtes des millions à entreprendre des travaux dans votre maison. Construction, rénovation, gare aux arnaques, gare à ceux qui, partout en France, tentent d'abuser de votre confiance et de votre portefeuille. Vous pourriez, vous aussi, vous en mordre les doigts. Je me suis fait avoir sur toute la ligne. Et je ne suis pas la seule, malheureusement. C'est pas une petite arnaque, c'est une grosse arnaque. On a peut-être mieux fait de me casser une jambe plutôt que de rentrer chez eux, quoi. C'est un manipulateur, il parle beaucoup et il endort tout le monde. Il se croit au-dessus de tout le monde, il respecte personne. On n'est pas là pour faire violence, on est là pour avoir notre fric, c'est tout. Il n'y a rien de normal, il n'y a rien de légal. Enfin, c'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme, c'est incroyable, quoi. Ce soir, dans Sans aucun doute, enquête sur une entreprise aux pratiques scandaleuses. Une incroyable affaire. 3 gérants dans le collimateur de la justice, des victimes en pagaille, des collaborateurs non déclarés. Colère, révolte, indignation. Dans cette histoire, clients et salariés partagent le même combat. Nous devons leur venir en aide, nous devons intervenir au plus vite. Direction le sud-est de la France, rencontre avec Françoise, notre première victime. Voici son histoire. Un jour, le téléphone sonne. Oui, allô? Et on me dit, je suis telle entreprise, je pose des fenêtres, des volets, des vérandas. Ah, j'ai dit des vérandas, je suis intéressée. À l'autre bout du fil, ce jour-là, un commercial de l'entreprise. Son offre semble intéressante. Quelques jours plus tard, rendez-vous est pris au domicile de Françoise. À l'issue de l'entretien, le commercial établit un contrat. Cet engagement implique le versement d'un acompte. Ce papier, c'est mon bon de commande. Je l'ai signé le 13 juin. Il est d'un montant de 20 000 €. Et comme convenu, j'ai donné 6 000 € le 30 août en acompte. La véranda doit être livrée au début du mois de septembre. Mais le chantier tarde à débuter. Le doute, la crainte d'être victime d'une arnaque commence à gagner Françoise. Fin octobre, c'était le moment de la livraison. Et début octobre, j'ai été alertée par le VRP qui était venu chez moi, le petit démarcheur, qui m'a dit « Attention, il y a beaucoup de retard dans les livraisons. Voyez ce qu'il en est. » Peu après, en allumant son poste de radio, Françoise entend un témoignage qui confirme ses soupçons. En allumant la radio, j'ai entendu quelqu'un qui se plaignait à un médiateur de cette entreprise. Ce monsieur disait qu'il avait commandé des portails courant mai et qu'à ce jour, il n'était toujours pas livré, qu'il avait donné comme moi un acompte de 30% et qu'il se posait des questions. Françoise comprend alors qu'elle est peut-être victime d'une escroquerie. Un scénario qui viserait à la déposséder de son argent, imaginé par 2 pseudo-professionnels, 2 hommes et une femme, à l'imagination débordante. Ils ont joué sur le feeling et sur les sentiments, finalement, ces gens-là. C'est-à-dire? Eh bien, elle me fait miroiter que j'aurai ma véranda, que je serai bien, que ça va être l'hiver, que je serai bien, que je serai au chaud. En plus, je voulais m'en faire un petit coin atelier. Donc, c'est sûr que j'avais envie que ça soit fait au plus tôt, finalement. Et là, j'ai pas vu le piège. Françoise s'est lourdement endettée pour financer les travaux. Au préjudice moral s'ajoute un préjudice financier non négligeable, 400 € à rembourser chaque mois. J'ai fait un prêt, il me reste 5-6 ans à travailler, donc je me suis dit je vais profiter de ces 5-6 dernières années pour faire un prêt, pour améliorer mon habitat, pour avoir à ma retraite un meilleur cadre de vie. Et puis finalement, eh bien, tout ça s'est envolé. Hein. Parce que si je ne récupère pas mes 6 000 €, je n'aurai jamais ma véranda. Oui, je vais me faire un petit truc de rien du tout. Et bon, c'est pas du tout ça c'est pas comme ça que j'ai envisagé mes derniers jours, quoi. À 400 km de là, autre région, autre victime, scénario identique. Depuis plusieurs années, Béatrice vit seule dans une modeste maison. L'été dernier, elle décide de changer les fenêtres et les portes de son logement.
Elle entre en contact avec la même entreprise qui dispose d'une succursale proche de son domicile par le biais d'une petite annonce. Un jour, j'ouvre le journal, 47 hebdo, puis je vois une grande publicité, une page entière, avec l'ouverture d'une entreprise de menuiserie. Au téléphone, Béatrice prend rendez-vous avec le gérant en personne. L'homme accepte de se rendre chez elle. Sur place, il dresse un devis. En confiance, Béatrice signe, le poisson est ferré. J'ai versé 2067 € correspondant à peu près à 30% du bon de commande qui s'est levé à 7067 €. Dès lors, l'histoire se répète. Là encore, pas un seul ouvrier sur le chantier. Mais Béatrice n'est pas femme à se laisser marcher sur les pieds. Elle s'acharne, se révolte. Elle tente de contraindre l'entreprise à débuter les travaux. J'y allais toutes les semaines. Ils me disaient toujours qu'ils avaient des problèmes de fabrication, tout ça. Donc, j'ai dit 1 mois de retard, c'est pas grave. Je lui ai fait signer un papier comme quoi ça allait être fait au 15 octobre au plus tard. Et bilan aujourd'hui? Bilan aujourd'hui, les travaux ne sont toujours pas faits. Mais dans cette affaire, il y a plus grave encore. Lors de la signature du bon de commande, le gérant propose à Béatrice de souscrire un crédit chez un organisme partenaire. Un financement disponible sur demande du client après délivrance du procès-verbal de réception. Autrement dit, pas avant que les travaux ne soient terminés. Pourtant, en contactant sa banque, Béatrice en découvre une belle. Nous sommes le 6 novembre dernier. Au matin, j'appelle la banque pour avoir des renseignements sur ce prêt-là, parce que comme je voulais annuler mon chantier, tout ça, et on me dit, mais votre prêt, il est débloqué depuis le 30 octobre. Mais je dis, mais c'est pas possible, les travaux, j'ai même pas une menuiserie de poser. Mais pourquoi? Alors ils me disent, mais pourquoi vous avez signé? Mais je dis, j'ai rien signé du tout. Alors là, bon, c'est sûr que j'ai reçu un coup de massue sur la tête. En clair, l'entrepreneur aurait imité la signature de son client sur le procès-verbal de réception. Il aurait au passage empoché la totalité du financement destiné à Béatrice. C'est de se faire arnaquer comme ça avec des gens. Et puis alors, quand on voit le gérant qui nous dit « Ah mais oui, ne vous inquiétez pas, oui, je vous comprends, hein, mais moi je me suis fait avoir aussi. » Vous parlez, il se fait avoir, ils sont de mèche et puis ils savent bien mener leur jeu. Hein. Alors j'attends. Notre enquête est bien loin d'avoir livré tous ses secrets. Dans ce dossier, nous irons de surprise en rebondissement. Une affaire exceptionnelle par son ampleur d'abord. Au total, cette entreprise qui dispose de 4 succursales dans le sud de la France aurait déjà fait de nombreuses victimes. Comme Françoise et Béatrice, une centaine de clients a déjà déposé plainte sous l'impulsion de Christiane qui recense toutes les victimes et mène la riposte. Le combat, pour moi, c'est de défendre un petit peu les personnes qui se sont laissées un peu berner et qui n'étaient pas au courant il y a encore 3-4 jours de ce qui les attendait et de ce qui les attend. Il y a des personnes de 88, 85 ans, il y a des gens qui sont seuls, qui ne savent pas du tout quoi faire, comment s'y prendre pour se sortir de ce malaise. Ils ont réussi à faire signer des bons de commande quand même importants, mais le plus grave, c'est de faire signer en même temps un prêt. Ce sont des sommes, il y a Madame Marie qui a donné 6 000 €, mais il y a des personnes qui ont donné plus de 7 700 € pour des fenêtres ou des choses. Ils n'ont même pas passé la commande. Moi, ma commande à moi de 4 portillons pour 600 €, ils n'ont jamais été commandés depuis le mois de mai, depuis le 15 mai. Donc, lorsque vous téléphonez, on vous dit « Ah, vous savez, c'est la faute du fournisseur et vas-y, on attend et on attend. » La gendarmerie nous a aiguillés sur la brigade financière du poste de police de Perpignan. Et là, ça a commencé, on a continué à donner des coups de téléphone et tout ça. Et nous sommes vraiment très nombreux sur le département à avoir été arnaqués, mais de plusieurs milliers d'euros. Hein. Aux côtés de Christiane, ce jour-là, Fabrice, un autre client malchanceux, montant de son préjudice, 1 450 €. Je fais construire, j'ai toutes les menuiseries à faire. Et à chaque fois que je contacte l'entreprise, on me dit qu'il y a du retard. On me fait patienter de semaine en semaine. La livraison était pour septembre 2007. À ce jour, je ne suis toujours pas livré. Et je ne sais pas quand c'est que je serai livré. Ça me fait 2 mois de retard, donc j'ai tous les autres corps de métier qui attendent derrière. Et je ne peux pas les faire intervenir parce que j'ai pas les menuiseries, quoi. À chaque fois que j'ai eu ce monsieur au bout du fil, ça a été j'ai du retard.
Et ça a été même une fois où il m'a dit « Monsieur God, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui fais les plannings, j'ai l'ordinateur en face de moi, vous êtes livré jeudi ou vendredi. Je vous téléphone. » Le jeudi ou vendredi, pas de coup de téléphone. Donc, je me suis présenté à son entreprise et j'ai demandé des comptes. Je lui ai dit « Mais je devais être livré jeudi ou vendredi. » Il me dit « On a du retard, vous inquiétez pas, en semaine 48. » J'ai dit, ça reporte encore. Depuis septembre que j'attends les menuiseries, semaine 48, ça doit être la seconde semaine de novembre. J'ai dit, mais on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. J'ai dit, votre associé m'avait promis d'être livré la semaine dernière, jeudi ou vendredi, donc sa parole n'a pas de valeur. Il me dit, non, mais moi je vous promets que vous serez livré en semaine 48. Bon, c'est là où je lui ai dit, je ne partirai pas tant que vous ne ferez pas une attestation. La colère des clients n'est pas isolée. En interne, le torchon brûle entre patrons et collaborateurs. Dans l'entreprise, la situation est explosive. C'est Frédéric, un ancien commercial, qui nous alerte le premier sur les nombreuses irrégularités commises, selon lui, par les responsables. J'étais salarié pendant 5 mois dans cette société-là et j'ai rencontré les mêmes difficultés qu'ont rencontré les clients, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas les commandes arriver, on voyait difficilement le chèque de salaire arriver également, etc. Beaucoup de problèmes aussi avec les employeurs. Nous décidons d'approfondir cette piste. Nous rencontrons d'abord Thierry, ancien directeur commercial. Il a quitté l'entreprise au mois d'août dernier. Son ex-employeur lui devrait de l'argent. Moi, j'ai réclamé mon solde de tout compte. J'ai envoyé un courrier, donc j'ai fait une mise en demeure à mes ex-employeurs qui n'ont pas donné suite à ma demande. Donc j'ai fait un prud'homme, donc je les ai assignés. Et à ce jour, je n'ai toujours rien reçu. Mais il y a pire. Ce qui est surtout très grave pour moi, c'est que comme je n'étais pas déclaré à l'URSSAF que j'étais en travail dissimulé, on peut dire au travail au noir, je leur réclame aussi 6 mois de salaire fixe. Première surprise, la plupart des salariés de l'entreprise n'auraient fait l'objet d'aucune déclaration d'embauche, comme le confirme ce courrier de l'URSSAF, adressé à plusieurs collaborateurs, un sérieux manquement à la loi. Nous contactons ensuite Olivier, chef poseur, toujours en poste dans l'entreprise. Il accepte de répondre à nos questions dans un bar proche de son domicile. Écoutez bien, ses propos sont édifiants. Jusqu'au mois dernier, on était une seule équipe de poseurs pour à peu près, 300 clients. C'est énorme, c'est impossible. Pour une société comme ça, il faudrait minimum une dizaine d'équipes de poseurs réparties dans toutes les sociétés pour que tous les jours ça puisse poser correctement et pas attendre que les clients attendent 6 mois avant d'être posés, c'est impossible. C'est impossible. Autre révélation, les matériaux employés sur les rares chantiers menés à leur terme seraient de bien moindre qualité que ceux facturés aux clients lors de la signature du bon de commande. Au départ, ils travaillaient donc avec une société, un fournisseur, et moi j'ai remarqué plusieurs fois, on va dire quasiment à chaque fois de toute façon, que toutes les menuiseries n'étaient pas de ce fournisseur-là. Ils vendaient, on va dire, une très haute qualité, c'est clair et net, vraiment le haut de gamme, on va dire, et ça a été posé du bas de gamme. Tout simplement, c'est ce qu'on peut trouver, on va dire, chez un magasin comme ça, de Monsieur Tout le Monde, ça n'a rien à voir. Et à savoir que ce sont des chantiers qui ont été plus ou moins finis. Moi, j'ai eu un client récemment au téléphone à qui on a commencé le chantier. Donc, cette personne avait versé 7 000 € d'acompte. Je l'ai eu au téléphone avant-hier en m'expliquant que mes ex-employeurs lui avaient réclamé un deuxième acompte pour finir le chantier. Et aujourd'hui, ce chantier n'est toujours pas terminé. Il y aurait eu près de 200 000 € d'acompte touchés par l'entreprise. En étant pessimiste. En étant pessimiste. Et pour des dépenses pour l'entreprise qui seraient de combien? 50 000 € à peu près? Au niveau des achats de l'entreprise? Oui. Vous pouvez diviser par 2, donc ça représente 100 000 € d'achat, si c'est commandé. Une accusation grave que confirme ce constat dressé par un huissier de justice chez un client de l'entreprise. La fenêtre qui a été posée ne correspond pas à ce qui a été prévu. Seul l'habillage a été posé, mais de façon très incorrecte, avec des joints effectués de manière grossière. Il manque à exécuter tout l'habillage de cette fenêtre. C'est du grand n'importe quoi. Au mois mi-juillet, je me suis rendu à l'inspection du travail, où j'ai alerté donc les inspecteurs. Ils n'ont pas donné suite à mes demandes. J'ai même contacté les caisses des congés payés du bâtiment pour savoir s'il était à jour des congés payés. Il ne l'était pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'au mois d'août, on nous a demandé de prendre une semaine de congé. Et moi, avant de partir en congé, donc fin juillet, j'étais les voir donc à leur bureau. Et à ce moment-là, je leur ai demandé où on en était et je voulais avoir des réponses concrètes. Et donc celui-ci m'a présenté un pseudo-tableau de pause avec tous les noms des clients
les dates de pause en me garantissant que 200 000 € seraient posés pendant cette semaine. Moi, je lui ai répondu que c'était impossible. Ont-ils péché par incompétence? Ont-ils agi de façon délibérée dans le but de s'enrichir au détriment de leurs clients? Une femme affirme connaître la réponse à ces questions essentielles. Elle exerce au siège social de l'entreprise, en contact direct avec les gérants. Au moment critique, elle était chargée de répondre aux clients mécontents. Elle accepte de nous livrer son témoignage sous couvert d'anonymat. Soit ils disaient qu'ils étaient en réunion, soit qu'ils étaient en rendez-vous. Bon, ça arrive, mais c'était tout le temps. Ou alors on disait, ils me faisaient dire que bon, on les rappelait dans la journée parce que bon là, ils n'étaient pas disponibles. Ou alors qu'ils allaient être livrés tel jour à telle heure. Et ils n'y étaient jamais livrés, et ils n'étaient jamais appelés. Que cache ce dossier rocambolesque? À la tête de l'entreprise, une femme et 2 hommes. Le premier détient 70% des parts, c'est le financier et sans doute le véritable patron. Il exerce aux côtés de sa compagne chargée de l'administration. Le troisième, l'homme de main du financier, est officiellement gérant. À leur palmarès, 12 sociétés créées à travers toute la France, tout en liquidation ou dépôt de bilan, comme l'atteste ce document. Les pratiques douteuses seraient-elles une habitude maison? C'est en tout cas l'avis de Marlène, ancienne comptable au sein de l'entreprise. Ça paraît évident. Quand on prend une commande, on prend un acompte, on a un délai pour poser. Si on ne pose pas dans ce délai, c'est pas régulier. Et quand ça devient une habitude, quand ça devient la politique de la maison, il n'y a pas d'autre mot, c'est une escroquerie. Plus grave, au cours de sa mission, on lui aurait demandé de prendre part à des manœuvres frauduleuses. On m'amène une lettre des prud'hommes d'une salariée que je connais même pas. Donc je pose la question, on me dit oui c'était une salariée mais c'était avant, c'était... Je dis attendez, s'il y avait des salariés avant, forcément on la trace quoi. C'est pas cohérent. Alors il fallait que, d'après eux, il fallait que je la rajoute cette salariée, que je crée des bulletins de paye très longtemps après. J'ai refusé bien sûr. Autre question, où est passé l'argent des clients? À quoi la manne financière ainsi récoltée a-t-elle servi? Voici la réponse, selon Marlène. Tout ce qui rentrait servait à payer les salaires, les frais de véhicules, leurs frais personnels, leur loyer, leur restaurant, etc. Et c'est tout. Et puis payer les fournisseurs quand ils voulaient commander quelques trucs pour calmer un client, quoi. Les fournisseurs, justement, quel rapport entretiennent-ils avec l'entreprise et ses responsables? Comment leur collaboration se déroule-t-elle? Au téléphone, nous contactons l'un d'entre eux. Ces déclarations ne vont pas manquer de nous surprendre. Et moi, je ne livre que sur le site tant que je n'ai pas de virement bancaire. Je n'ai pas confiance à eux, je préfère qu'ils me règlent avant la livraison qu'après. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils ont du mal à vous payer habituellement, c'est ça? Et disons qu'ils n'ont pas de couverture bancaire. Qu'est-ce que vous, le fond de votre pensée par rapport à cette société, à ces gérants, c'est quoi? Disons que si vous avez la possibilité de travailler avec une autre, c'est pas plus mal, quoi. La conversation se poursuit. Notre interlocuteur livre une information de taille. En réalité, aucun contrat ne lierait l'entreprise à ce fournisseur. Vous deviez être leur fournisseur. Et là, vous êtes en train de me dire, en fait, qu'ils n'ont jamais passé commande chez vous. Ça fait monsieur. Mais vous savez, je suis commercial, je donne ma carte à des clients, je visite. Il y en a avec qui je travaille, avec d'autres que je ne travaille pas. Mais ils ont ma carte quand même et ils peuvent dire qu'ils se servent chez moi par rapport à ma carte. Et je suis très contente de ne pas avoir reçu des commandes d'eux. Et à la rigueur, si j'en reçois pas, c'est pas plus mal. On est en présence manifestement d'une personne qui a une conception un peu élastique du droit, puisque c'est un monsieur qui n'a pas le droit de gérer une société. Ça lui a été interdit en raison de condamnation antérieure. Il a donc 70% des parts dans une société qu'un homme de paille gère et signe à sa place, mais c'est lui qui dirige en réalité. Donc il réunit tout. On enfume le maximum de personnes, on rentre le maximum d'argent et on espère que le moment de payer l'addition va être reculé au maximum. Il faut intervenir rapidement vis-à-vis de ce genre d'individu parce que sinon ça peut aller très très loin. C'est l'heure du face-à-face. Équipés d'une caméra cachée, Françoise, cliente malchanceuse, et Olivier se rendent au siège social de l'entreprise avec l'intention d'obtenir gain de cause. Tous les clients, il faut qu'ils soient remboursés ou honorés, et puis c'est tout, parce que de tomber sur les escrocs comme ça, c'est moi, je veux même pas qu'ils m'honorent, moi, je veux qu'ils me remboursent, parce que je leur fais plus confiance à ces gens-là.
c'est fini. Non. J'aurai affaire à quelqu'un d'autre, mais pas à eux, c'est terminé. Malheureusement, c'est loin d'être terminé. Françoise et Olivier sont sur le point de réclamer l'argent qu'on leur doit. Mais dans les locaux de l'entreprise, c'est un dialogue de sourds. Moi, j'ai rêvé de cette véranda pendant 5 ans. Maintenant, j'étais sur le point de la réaliser. Et je m'aperçois que vous m'avez mené en bateau, que vous m'avez mené par le bout du nez, que vous m'avez escroqué de 6 000 €. C'est tout ce que je vois. Et j'ai pas vous parler, vous êtes un employé, d'accord? Fausse signature, faux bon de commande, travaux jamais terminés. Les clients sont à bout. Vous vous moquez de qui, là? Répondez. 32%, ils sont partis en fumée. Non, c'est pas possible. On veut être remboursé. La suite, dans un instant. Qui se cache vraiment derrière cette entreprise aux méthodes peu scrupuleuses? La suite de notre enquête. Dès leur arrivée, le dialogue s'engage avec la compagne du patron. À l'entendre, une solution aurait été trouvée. Un repreneur accepterait d'effectuer les travaux sans contrepartie financière. Je voudrais savoir où sont passés mes 6 000 €. Et ces 6 000 €, qui me dit que ce nouveau fournisseur les aura? Alors, je vous explique que ce nouveau fournisseur ne va pas avoir les 6 000 €, puisque lui reprend notre portefeuille, reprend les chantiers à fabriquer, et que nous assurons la pose. Voilà. C'est vous qui assurerez la pose? Nous la pose avec lui, en partenariat. Voilà. Ah, donc on a eu affaire à des escrocs une première fois, on a affaire à des escrocs une seconde fois. Olivier prend maintenant la parole. Il réclame 1 mois de salaire impayé. Attendez, monsieur Gauthier, vous êtes idiot ou quoi, là? Mais non, justement, je travaille dans la société, c'est vrai que mon salaire n'est pas encore fait. Oui, je le sais, mais si vous n'avez pas fait le con, entre parenthèses, De quoi, le con? payé. Dites-moi. D'accord? J'ai rien à vous parler, vous, hein? Mais pourquoi, madame? Moi, je vous le dis. Je n'ai rien à vous Moi, je suis parler. désolé, j'ai travaillé, j'ai fait mon devoir. Eh bien, vous avez travaillé, ben oui. Bah oui, de toute façon, non, À c'est draguer vous. les clientes sur les chantiers À draguer les clients sur les chantiers. et à baiser les collaboratrices. Ah non, ça, pas Ouais, encore. moi, je vous le dis. Non. Ouais, mais moi, je vous le dis. Enfin, c'est pas grave. D'accord. Moi, ce que je veux, c'est que j'ai travaillé et D'accord. que je réclame mon salaire intégralement. On est quand même 24 ou le 25 et j'ai Eh bien, travaillé. et moi non plus, je suis pas payée, d'accord? Non, mais On attend. c'est qui les employeurs? C'est moi ou c'est vous? C'est nous. C'est vous, donc Non, moi, je ne vous dois rien. Par contre, vous me donnez. D'accord. On est d'accord. Ben voilà, mais il n'y a pas de problème, vous allez être régularisé. Olivier insiste, il interroge son interlocutrice au sujet des crédits accordés aux clients. Des prêts que l'entreprise aurait touchés directement en toute illégalité. À tous ceux qui ont eu des crédits, je reviens, excusez-moi dessus, avec des fausses signatures. C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, je les ai vus de mes propres yeux. Ah si, non, mais Ok, attendez. je vais pas vous parler, vous êtes un employé, d'accord? Mais oui, alors justement, vous êtes ma patronne. Dégage. Vous êtes ma patronne. Je suis pas ta patronne, je suis au même titre que toi. Et là, pour l'instant, tu me déranges. Françoise reprend la main. Elle s'adresse au gérant qui pénètre à cet instant dans le local. Il tente à son tour de la rassurer, mais ses explications sont loin de la convaincre. Il est bien brave ce fabricant, je trouve quand même, de prendre des... Mais il va réussir à récupérer, franchement. À récupérer, je sais pas, il y en a combien de menuiseries? Des centaines. Il y a des centaines de menuiseries qui attendent. Mais comment Une centaine de menuiseries, ça veut dire que le dernier kilo, il va être posé en 400 ans. Non. Comme il fabrique directement, il peut avoir des délais bien plus courts. Et donc on regagne là-dessus. Mais c'est sûr que bon, en 3 semaines, on ne va pas poser tous les clients. Donc ça, c'est certain. Donc tous les sous que les clients ont versés en acompte. Ah ouais, ils sont partis où? C'est parti où? C'est parti où, cet C'est pas argent? possible que c'est parti en fumée. Ça a servi à la société au niveau que personne n'a détourné de l'argent. Je te parle pas de détournement d'argent. Non, on voudrait savoir où sont passées ces sommes quand même. Il y a combien de sommes? Franchement, il y a une somme combien en compte? Je sais pas, on est 300, 400 000 euros? Je sais pas. C'est énorme. Non, il n'y a pas ça quand même. Le ton monte, les invectives fusent. Françoise est dubitative et en colère. Moi, j'ai rêvé de cette véranda pendant 5 ans. Maintenant, j'étais sur le point de la réaliser. Et je m'aperçois que vous m'avez mené en bateau, que vous m'avez mené par le bout du nez, que vous m'avez escroqué de 6 000 €. C'est tout ce que je vois. Arrêtez de dire escroquer. Oui, parce que pour moi, c'est une grosse escroquerie. Escroquer. Marie, Vous pourriez dire quand vous escroquez si on n'était pas. D'accord? Mais son interlocutrice semble avoir mieux à faire que d'écouter ses doléances. Visiblement lasse, elle préfère s'éclipser. Regardez comme vous avez envie de travailler. Si votre machine, si vous aviez envie que ça tourne, eh bien vous resterez. Moi, si j'étais patron, je resterais jusqu'à 10 h du soir pour que ma machine tourne. Mais je veux pas le savoir, je m'en fous, hein. Mais je m'en fous, hein. Et j'y vais. Mais je m'en fiche, hein. Si vous allez escroquer encore quelqu'un d'autre, le pauvre. Ben oui. Je suis pas une voleuse. Ils ont essayé de nous balader. Moi, je suis pas dupe. Hein. Je sais très bien que j'ai perdu mes 6 000 € et je ferai tout ce qui est à mon possible pour les récupérer, ces 6 000 €. Je les traînerai devant des tribunaux. Ils paieront de leur propre poche, mais
ils me rendront mes 6 000 euros parce que j'estime qu'on n'escroque pas les gens comme ça. Christiane, Fabrice et Françoise sont écœurés. Nos témoins auraient déjà versé respectivement 600, 1450 et 6 000 euros à une entreprise de véranda et de rénovation de fenêtres sans rien voir venir depuis plusieurs mois et sans avoir la possibilité d'être remboursés. Nous devons aider nos témoins à récupérer leur argent. Nous allons aussi prêter main forte à Thierry, un ex-employé de la société dont la situation n'aurait pas été régularisée. Nous allons pour commencer donner la parole à notre journaliste Timothée Vienne. Timothée, m'entendez-vous? Je vous entends parfaitement. Bonsoir, Julien. Bonsoir Timothée. Donc 3 personnes concernées par ce dossier dans cette entreprise. Celui qui n'est pas gérant et qui aurait une interdiction, je mets ça au conditionnel de gérer, mais qui possède 70% des parts, et un vrai gérant. Vous êtes tout proche, tout près en tout cas de la première personne. Absolument, de la première et visiblement aussi de la deuxième, puisque ces personnes avaient rendez-vous ce matin au Conseil des prud'hommes, une affaire qui concerne d'ailleurs nos témoins, et toutes les personnes qui sont liées, toutes les personnes qui sont liées à la gestion de cette entreprise étaient présentes. Donc il y a le financier, le monsieur qui est vraisemblablement sous le coup d'une interdiction de gérer, mais qui tire les rênes, qui tire les ficelles du business, entre guillemets, qui était là. Et il y a le gérant officiel qui évidemment s'est déplacé, aussi bien qu'il ne travaille pas dans la région où nous nous trouvons actuellement. Et a priori, toutes ces personnes, y compris la compagne du financier, entre guillemets, sont présentes. Alors Timothée, nous essayons au téléphone. Par la suite, vous vous rendrez sur place, sachant qu'un deuxième duplex est également organisé dans un autre endroit où se trouverait également l'un des responsables. Où l'un des responsables pourrait se trouver. Alors peut-être qu'à l'issue de l'audience au Conseil des prud'hommes ce matin, peut-être qu'il a pris sa voiture pour rentrer là-bas. C'est à 4 heures de route d'ici. Nous appelons donc cette personne. Si nous avons du mal, vous tenterez votre chance. C'est parti, la régie fait bien sûr le numéro. Allô ? Bonjour, pardonnez-moi de vous déranger, monsieur, je me présente, je suis Julien Courbet, l'émission Sans aucun doute sur TF1. Je me permets de vous contacter pour comprendre une situation qui m'a été exposée par quelques personnes qui sont autour de moi. Et pour ne pas dire de bêtises, je me tourne vers vous, bien sûr, pour en savoir plus. Alors, il s'agit de Françoise Marie, Fabrice Gott et Christiane Rougier, qui nous disent avoir eu affaire à votre entreprise et qui apparemment n'obtiennent pas les résultats escomptés. Donc, par exemple, Françoise, qui est à mes côtés, nous dit avoir payé 6 000 euros. Aujourd'hui, qu'avez-vous à demander à ce monsieur, vous, madame? Qui me rembourse mes 6 000 euros parce que je pense qu'il n'est pas capable de poser ma véranda et je ne veux pas perdre mes 6 000 euros. Fabrice? Mais moi, pour ma part, c'est 1 450 euros et je demande la même chose, qu'on me rembourse, puisqu'il ne sera pas capable de poser les menuiseries de mon habitation. Et Christiane? Mes 600 euros de remboursement parce que de toute façon, mes menuiseries n'ont jamais été commandées. Bon, alors monsieur, comment se fait-il que les chantiers ne soient pas honorés? C'est pas moi qui m'occupe les clients que vous avez sur votre plateau. C'est pas moi qui m'occupe de ce genre de problème. C'était le gérant d'entreprise qui a pris des accords avec différentes sociétés pour assurer les commandes. Pourquoi vous avez quel rôle dans l'entreprise? Je suis son associé. D'accord, donc je pense que vous pouvez peut-être leur dire pourquoi ça ne se passe pas comme ça, parce que apparemment il semblerait qu'il y ait beaucoup de dossiers. Bon, nous pour l'instant on traite ces 3-là, mais on nous a parlé de près de 80 dossiers comme ceux-là. Il y a bien une raison pour que les chantiers n'avancent pas. Françoise Marie, elle est venue, je crois, avant-hier au bureau. Elle a rencontré le gérant d'entreprise qui lui a informé de quelle manière elle serait livrée, puisqu'il y a eu une session de fichier client. Allô? Allô? Oui? Je vous rappelle dans 5 minutes. Avant de retrouver le financier de l'entreprise dans de meilleures conditions, nous appelons la personne qu'il présente comme son associé, autrement dit, le gérant. À croire notre précédent interlocuteur, cette personne serait plus à même de répondre à nos questions. Allô?
Bonjour monsieur, pardonnez-moi de vous déranger. Je me présente, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de l'émission Sans aucun doute, je me tourne vers vous parce que nous essayons d'aider 3 personnes qui sont à côté de moi, Françoise Marie, Fabrice Gott et Christiane Rougier, qui ont quelques petits soucis, visiblement, avec les commandes qu'ils ont passées. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement avec leurs commandes? Disons qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des soucis d'approvisionnement avec les fournisseurs. Et donc, suite à cela, et en accord avec des personnes de la justice, il a été cédé à un fabricant de fichiers clients qui aujourd'hui va honorer les chantiers. Alors, c'est-à-dire que c'est une nouvelle entreprise qui va venir faire les travaux? Oui, on a fait un protocole d'accord, si vous préférez, qui est passé devant l'avocat. Un protocole d'accord comme quoi il reprenait donc le fichier client pour le fabriquer et poser les clients pour pas qu'ils soient lésés. Bon, ben ça, eux, c'est pas trop leur problème puisqu'ils n'ont rien signé avec la nouvelle société. C'est que nous, on a demandé quand on a été entendu devant la loi, la possibilité pour pas que les clients soient lésés et tout, parce qu'on avait des problèmes au niveau avec les fournisseurs d'approvisionnement. La solution était de travailler en collaboration avec un fabricant. D'accord. Et qui est ce fabricant qui va maintenant venir faire les travaux chez eux? Attendez, le nom en tête, c'était... je ne l'ai pas, mais je pourrais vous le communiquer. Allez, vous êtes... recevoir un courrier d'ici la fin de la semaine avec le nom. Monsieur, vous êtes en train de me dire que vous êtes le gérant d'une société qui vient de vendre son fichier client à une autre société, vous savez pas, vous vous rappelez pas le nom? Non, mais je veux dire, ça a été fait avec l'avocat. Oui, non, mais que c'était fait même avec le pape, peu importe. Quand on vend sa société, j'espère qu'on sait à qui on la vend. Ce qui fait peur, reprenons point par point les différents problèmes de ces gens-là. Il y a déjà un problème de boulot. Apparemment, des gens, et vous êtes gérant, et là, donc, monsieur, c'est même grave pour vous, parce qu'apparemment, il y aurait des employés qui n'auraient pas été déclarés à l'URSSAF. Est-ce que c'est vrai? Non, on est déclaré, monsieur. Bon, alors, je donne la parole à un monsieur qui est à mes côtés, qui est un de vos employés, enfin, qui était un de vos employés, Thierry. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Tu m'entends? Oui, oui. Non, parce qu'en ce qui concerne ma déclaration au niveau des URSSAF, j'ai un document officiel des URSSAF qui prouve bien que je n'étais pas déclaré lors de mon activité dans la société. À savoir, en plus, qui plus est, que j'ai appris le 26 octobre, j'étais déclaré au niveau des URSSAF, donc il y avait une régularisation qui avait été faite. Alors je ne comprends pas comment un employeur peut déclarer un ex-salarié qui n'est plus dans son entreprise. Ou alors on jette l'argent par les fenêtres. Je suis désolé. Maître Michel, avocat, oui. Bonjour monsieur, Maître Michel, je vous précise quand même que la brigade de contrôle de l'URSSAF a trouvé au moins 2 autres personnes, en tout cas elle leur a écrit, pour dire qu'elles n'étaient pas déclarées à l'URSSAF. Non, mais moi au niveau, depuis que j'ai repris au niveau de la gérance d'entreprise, avec la comptable on a regardé, on a même rencontré les personnes pour que tout le monde soit déclaré. Il est difficile de croire notre homme. Peut-il continuer de tergiverser? Nous allons vite le savoir. Christiane rappelle que de nombreux engagements avec les clients n'auraient pas été tenus. On a téléphoné au fournisseur et le fournisseur a dit non, les commandes n'ont jamais été passées. Si, les commandes... Non, elles n'ont pas été passées, monsieur. C'est pas vrai. Et de toute façon, moi, je vais vous dire une chose, que si vous voulez nous fourguer, de toute façon, une autre société sur le dos, avec, il va falloir que vous nous donniez de toute façon des certificats de conformité, comme quoi vous nous donnez du matériel qui est conforme à ce que l'on a demandé. Et en plus, ne pas payer en plus 30% encore une fois de plus. Ah non, mais vous vous moquez de qui, là? Répondez. 30%, ils sont partis en fumée. Non, c'est pas possible. Alors, on écoute monsieur. Alors, moi, je veux dire, aujourd'hui, le produit est à l'identique de ce qui a été mis sur les bons de commande, d'accord? Au niveau de toutes les certifications et tout, c'est exactement le produit qui a été vendu. Monsieur, vous avez un autre problème, et pas des moindres. C'est que le 15 octobre 2007, vous avez écrit à un de vos clients en lui indiquant que vous étiez désolé du retard, que vous ne pouviez pas le livrer.
Et le même jour, monsieur, vous avez signé une attestation de fin de travaux pour la banque qui faisait le crédit en indiquant que les travaux étaient terminés et en demandant qu'on vous règle les 7 500 €. Alors je vais vous dire une chose, monsieur. À l'égard de l'organisme de crédit, c'est un faux et un usage de faux. Et à l'égard de votre client, c'est un abus de confiance. Et c'est vous qui avez signé. Il y a le tampon de votre société et votre signature sur les deux. Comment vous réussissez ce miracle? Signature du client, hein. Ça veut dire analyse graphologique du juge, faux et usage de faux, c'est la totale. La vôtre, elle est vraie. La vôtre, elle est vraie. Mais celle du client, j'espère pour vous que c'est la sienne, hein, parce que sinon, ou alors c'est un crétin le client. Appelons un chat un chat. Non, moi, je veux dire, j'ai jamais débloqué à la place d'un client. Hein. Bon, d'accord. Donc on va faire une analyse graphologique de la signature du client et on va bien voir qui a signé à sa place. Qui a donc signé cette attestation de fin de travaux? Nous appelons le client concerné pour savoir si c'est bien lui, comme le gérant l'affirme. Monsieur. Oui, je vous entends. Alors, monsieur, vous avez le gérant de la société en ligne. Oui. Est-ce que c'est vous qui avez signé l'attestation de fin de travaux? Non, absolument pas. Ce n'est pas vous, vous n'avez jamais signé ça. Ah non. Bien. Alors, comment se fait-il, monsieur, que votre signature apparaisse à côté de celle de la SARL? Pour moi, c'est un faux. Hein. J'ai reçu une copie de cette attestation. J'affirme que ce n'est pas ma signature. Ça n'y ressemble même pas? Non, parce que j'ai une sale habitude de signer en mettant un point à la fin de ma signature. De plus, nous sommes deux, puisque ma compagne est co-signataire, donc nous aurions dû signer ce bon à deux. Bon, alors, monsieur le gérant, je reviens vers vous. Comment expliquez-vous ce miracle? Moi, il n'y a pas de miracle. Je veux dire, j'ai jamais signé un client. Vous n'avez jamais. Donc il y a quelqu'un qui a signé à la place de votre client, monsieur, et il va certainement attaquer au pénal pour faux en écriture. Et comme vous êtes le gérant, il va falloir que vous alliez devant le juge lui donner une explication. Donc si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Mais vous avez quand même, vous, dit... Et vous avez dit, vous, à la banque, oui, les travaux sont terminés. Ça, c'est pas un faux en signature. Ça, c'est quand même une fausse déclaration pour obtenir des fonds, monsieur. Et en tout cas, vous avez encaissé les sommes que la banque a débloquées, puisque c'est votre société dont vous êtes le gérant qui les a reçues. Monsieur, donc, a bien eu les menuiseries qui sont arrivées? Non. Rien. Bernard Sabat. Juste un mot, monsieur le directeur de cette société. J'ai le bon de commande, justement, de la véranda de madame. Alors maintenant, je comprends, Julien, si vous permettez, comment il fonctionne le monsieur. Il vous propose, évidemment, une véranda de l'ordre de 25 000 € hors taxe. Pour tenter madame et qu'elle verse 30%, soit 6 000 €, il fait une ristourne de 9 000 €, soit 35% de réduction, ce qui lui permet de rentrer de la trésorerie relativement tôt, de ne pas passer commande aux fournisseurs et de faire de la cavalerie comme ça arrive souvent dans des sociétés qui sont toujours à la limite de l'escroquerie. Voilà, Julien, la méthodologie du gérant que vous avez en face de vous. Vous avez quelque chose à redire, monsieur, à ce sujet? Vous dites que je fais de la cavalerie, je ne fais pas de la cavalerie parce qu'aujourd'hui, je vais à 16 h. Donc, signer devant l'avocat le protocole d'accord pour que tous les clients soient posés dans les mêmes conditions. Ça veut rien dire, monsieur. Et signé. Donc, je ne fais pas de la cavalerie. Au contraire, je cherche aujourd'hui à solutionner et que j'ai trouvé pour que tous les clients aient leur matériel et ne perdent pas d'argent et ne soient pas lésés. Est-ce que vous allez remettre ces acomptes à la nouvelle société pour qu'elle puisse livrer? Attendez, monsieur, c'est un protocole d'accord qui est passé, il reprend les chantiers et donc lui... Et vous gardez l'argent et vous faites rien? Directement avec les clients. Non, mais de toute façon, je vais vous dire, pour les gens qui sont là, ils n'en ont rien à faire qu'il y ait une autre société ou pas. Eux, ils ont contracté avec vous, gérant. Que vous soyez un gérant de paille, monsieur, et que vous ayez été embarqué par une autre personne, c'est votre problème. Aujourd'hui, les comptes qui sont à rendre par vous. Il y a du faux en écriture. Ça, c'est très grave. Il y a de l'URSSAF non payé. Il y a de la fausse attestation. Donc, je vous pose la question, monsieur, aujourd'hui, clairement. Est-ce que vous souhaitez trouver un accord très rapidement avec les 3 personnes qui sont autour de nous, ou est-ce que vous préférez aller expliquer tout ce que j'ai sous les yeux à la justice et au juge? Mais, monsieur, j'ai été entendu. Bien sûr que je souhaite qu'aujourd'hui, les clients ne soient pas perdants et que personne ne soit lésé. Nous verrons si notre homme tient parole. En attendant, nous joignons une ancienne comptable de l'entreprise qui dénonce les pratiques de la société. Nous avons une dame qui est en ligne. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Madame, vous étiez comptable, je crois, de la société.
Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez eu à travailler avec le monsieur qui est en ligne avec nous? Il était associé, puis il est devenu gérant. Voilà. Est-ce que vous avez noté des choses dans la comptabilité, des choses bizarres? Oui, énormément. Alors lesquelles? Parce que mettons-le au courant, il n'est pas au courant. Par exemple, les déclarations sociales n'étaient pas ni envoyées ni payées. C'est-à-dire tout ce qui concernait URSSAF, caisse vieillesse, caisse maladie, retraite, il n'y avait pas. Il y avait des factures. Moi, je n'avais aucune comptabilité avant le mois de juin. Il paraissait que c'était chez un comptable, mais il n'y avait pas de bilan, il n'y avait rien. Donc vous étiez comptable, mais c'est un autre comptable d'une autre société qui faisait la comptabilité? Soi-disant. D'accord. Mais vous étiez payé à faire quoi, vous? Eh bien, moi, je rentrais les factures qui arrivaient au fur et à mesure. Et puis, on m'a demandé d'établir très vite des bulletins de salaire en retard. Pourquoi les clients ne sont pas livrés? Je comprends pas. Eh bien, parce qu'il n'y a pas de fournisseurs. Les fournisseurs ne font pas crédit à la société. Et donc, l'argent est dépensé. Il n'y a plus d'argent pour. Mais il est dépensé par qui? Mais madame, vous m'avez dit que l'argent, il servait à acheter les fournitures. Non, à payer une partie des fournitures parce qu'on calmait les clients. Les plus urgents, on achetait très vite. Ah, donc, on encaissait 10, on donnait 2 au fournisseur pour montrer sa bonne foi auprès du client, et les 8, vous savez pas où ils allaient? Ça allait dans les frais. Mais quels frais autres. Quel genre de frais? Il y avait les salaires qui étaient payés vers le 10, 12, dans ces eaux-là. Et puis, on payait le téléphone pour ne pas être coupé, on payait l'autoroute pour qu'il puisse bouger, et on payait les véhicules de tous les associés, et le camion, les poseurs, etc., la location. Et puis, on payait le carburant et les frais de restaurant, les frais personnels des associés. Non mais ça, madame, c'est normal, ça, de payer ça. Est-ce que moi, la question que je vous pose, c'est est-ce que l'entreprise était en mauvaise santé? Parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de contrats signés avec plein d'acomptes, peu d'achats faits, et comment la société, il voit où tout cet argent? Ça, c'est un mystère, ça. Je ne sais pas du tout. Monsieur, qu'avez-vous à répondre à ce qu'a dit cette comptable qui nous a bien précisé que l'URSSAF n'était pas payé, etc., etc. Si, parce qu'on a pris un engagement auprès d'eux de régler en plusieurs fois. Il y a déjà eu un premier versement qui a été fait. Oui, donc c'est régularisé. Et au niveau des accords ont été pris des accords avec l'URSSAF. Bon. Monsieur, on peut continuer encore longtemps comme ça. Donc aujourd'hui, nous, le but de notre appel, c'est de trouver un accord et, à mon avis, trouvez-le, parce que s'ils vont tous, main dans la main, à la queue leu-leu, au tribunal, j'ai peur que ça ne soit pas forcément la même ambiance que dans Feu la classe, l'émission où on chantait cette chanson. Monsieur, surtout, je vous remémore qu'une liquidation judiciaire, c'est admis une fois, mais une deuxième fois, c'est automatiquement votre patrimoine privé qui sera appelé pour rembourser les dettes. Donc, et vous avez été, je pense, suffisamment longtemps associé avec l'ancien gérant qui, paraît-il, est interdit. Vous l'avez remplacé, vous avez prêté donc votre nom, parce que c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Vous connaissez rien, vous ne savez pas, donc vous êtes un gérant de paille. Vous n'êtes pas sorti d'affaires pour autant. Attendez, je vais vous dire une chose. Vous me posez des questions, disposez le bilan. Comme je vous ai dit, j'avais déposé le bilan. Aujourd'hui, quand vous me parlez d'accord pour les... Et bien, comme je vous dis, ils recevront des lettres. Mais on n'en veut pas de vos lettres. Tout ce qu'on veut, c'est d'être remboursé. Voilà. Vous avez vendu le fichier client, vous avez une rentrée d'argent, d'accord? Donc on veut être remboursé. Nos témoins sont clairs. Pourtant, le gérant de l'entreprise n'a pas l'air de vouloir les rembourser. Au contraire, il nous assure que le nouveau repreneur terminera tous les chantiers prévus ou engagés. Françoise n'y croit pas. Il est quand même bien... il est malade, ce type, d'avoir pris ça. Parce qu'il va me poser une véranda qui coûte 20 000 € à 14 000 €. Et les 6 000 € que je vous ai donnés, il les aura pas. Et quand vous avez été payé 100% par la banque, il va travailler pour zéro. Vous lui avez expliqué ça à ce repreneur? Mais madame, je vous dis qu'à 16 heures, je suis avec l'avocat et lui-même pour signer le protocole. Alors, maintenant, expliquez-moi une chose, monsieur. Quel est l'intérêt du repreneur de reprendre le dossier de Fabrice Gott? Il en a pour 14 500 € de travaux. Il vous en a donné 1 450. Donc il va devoir donner combien à l'autre? Eh bien la différence, le contrat reste à l'identique
Seulement, il réglera directement quand il aura eu ses menuiseries livrées. D'accord. Quand il y a 30%, il travaille pour 70%. S'il y a eu 20% d'acompte, il ne travaille que pour 80%. Et quand il y a eu 100% payé par l'organisme de crédit, il va travailler pour 0%. Ça, c'est plus dur à gober. Hein. Moi, parce que... Madame, mais du moment... Attendez, madame, j'ai cherché à arranger tout le monde et qu'il n'y ait personne qui perde quoi que ce soit. Avec Sud-Volée, oui. Je ne suis pas un escroc. Aujourd'hui, je veux dire, je m'engage à ce que tous les clients soient posés. Mais vous êtes engagé par lettre vis-à-vis de moi à me poser cette semaine. Donc vous engagez comment? Votre parole, quelle valeur elle a? Monsieur, une question. Vous êtes devenu gérant le 9 octobre, c'est ça? Tout à fait. Puis-je vous demander pourquoi c'est vous qui êtes devenu gérant? Parce que la gérante ne souhaitait plus rester en gérance dans les parts de la société. Et pourquoi vous avez accepté, connaissant la situation de la société? Parce que monsieur, moi je ne souhaite pas que le client ne soit lésé. Votre boîte, elle devient quoi? Mais monsieur, aujourd'hui, mon premier but, c'est les clients. D'accord? Les clients, je ne veux pas qu'ils soient lésés, donc c'est de trouver des solutions pour les clients pour pas qu'ils perdent d'argent. Et après, une fois que tout sera réglé, eh bien, je verrai comment est la société et puis si malheureusement il faut que j'arrêterai. Ok, monsieur, je vous passe quelqu'un, ne raccrochez pas. Comme ça, vous prenez le numéro et on se reparle tout à l'heure quand vous sortez de chez l'avocat. J'ai votre parole d'homme? Oui, tout à fait. Parfait, je vous passe quelqu'un, ne raccrochez pas. Pendant que Bernard Sabat s'entretient en coulisses avec le gérant pour trouver une solution à l'amiable, nous contactons à nouveau Timothée Vienne sur le terrain. Notre journaliste se trouve dans le bureau de la secrétaire du financier de la société. La femme est embarrassée, mais elle accepte de nous répondre. Nous abordons tout de suite le cas de ce client que nous avons eu tout à l'heure au téléphone et qui accuse la société d'avoir signé à sa place l'attestation de fin de travaux dans le but de toucher le crédit de 7 500 €. Est-ce que c'est vous qui signez les attestations de fin de travaux pour toucher l'argent? Oui, c'est signé, oui. D'accord. Est-ce que vous avez, madame, parlons clairement, parce que là Oui, on a... non, mais ok, il n'y a pas de problème. C'est vous qui avez imité la signature? Oui. Pourquoi avez-vous fait ça, madame? Pourquoi j'ai fait ça? Oui. Ben, quand on est une entreprise, qu'on a du personnel et qu'il faut faire face à certaines fins de mois, on est obligé de... Enfin, on est obligé. Je l'ai fait parce que bon, je pensais qu'on aurait des menuiseries. Bon, vous l'avez fait pour d'autres aussi? Oui. Une autre, oui. D'accord. Autre question, vous avez touché l'intégralité de son crédit? 7 500 €. D'accord. Lui, aujourd'hui, il rembourse donc ce crédit. Vous lui en avez livré pour combien sur les 7 500? Je pense qu'il a eu tout le chantier de livrer. Bon, vous dites qu'il a eu tout le chantier de livré. D'accord. Je pense qu'il a eu tout le chantier de livré. Je sais qu'il avait contesté la livraison par rapport à des menuiseries, mais bon, je pense qu'il a tout son chantier de livré. D'accord. Moi, je voudrais vous dire deux choses. D'abord, vous dites que vous avez fait ces faux, parce que ça s'appelle comme ça, juridiquement, je suis maître Michel, pour payer le personnel. Le problème, c'est qu'il y a une partie du personnel... Non, c'est pas pour payer du personnel, pardon, c'est pour avoir de la trésorerie dans l'entreprise. Oui, pour avoir de la trésorerie, mais j'y venais. Le problème, c'est que la trésorerie de l'entreprise, ça sert à quoi? À payer les fournisseurs, ils sont pas payés. À payer le personnel, il n'est pas payé. À payer l'URSSAF, il n'était pas payé. Où est passé l'argent? Ben, l'argent, il a été déposé sur le compte de la société. Il n'y a aucun problème, on peut vous montrer les relevés de banque. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? Madame, ce qu'on essaie de comprendre, c'est que si vous touchez 10 et que vous dépensez 4, il doit rester 6. Donc il y a de la trésorerie dans la société. Quels étaient les salaires des gérants? Madame, est-ce qu'il y a de la trésorerie? Il n'y a pas de salaire des gérants, il n'y a pas de salaire d'effectué de gérant, madame. Bon. C'est payé en frais, alors? Alors, on va reprendre une seconde. Est-ce que monsieur le gérant est en ligne? Oui, allô? Nous sommes en communication, monsieur, avec votre secrétaire, d'accord, qui vient de reconnaître que c'est elle qui a fait les fausses signatures. On est bien d'accord, madame? Oui. Voilà, elle reconnaît que c'est elle qui a fait des fausses signatures sur les attestations de fin de travaux. Vous êtes le gérant, vous êtes donc responsable de vos employés. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette dame qui, dans votre dos, a fait des signatures? Mais disons que je vais en discuter quand c'est arrivé. Est-ce que vous étiez au courant, monsieur? Parce que c'est important, tout le monde nous regarde là. Est-ce que vous étiez au courant qu'elle a fait de fausses signatures? Non. Madame, était-il au courant que vous avez fait de fausses signatures ou l'avez-vous fait dans son dos? C'est une question cruciale à laquelle la secrétaire va devoir répondre honnêtement. Va-t-elle le faire? La suite, dans un instant. Il y
y a quelques instants, la secrétaire de l'entreprise nous avouait avoir imité la signature de certains clients pour toucher de l'argent. Le gérant de l'entreprise le savait-il? C'est l'heure de vérité. Est-ce que vous étiez au courant qu'elle a fait de fausses signatures? Non. Madame, était-il au courant que vous avez fait de fausses signatures ou l'avez-vous fait dans son dos? Que vous direz. Dites-moi la vérité, madame. Je l'ai fait dans son dos, si vous voulez. Non mais c'est moi, je veux rien. Je veux la vérité parce que c'est ça que vous aurez à dire si ces gens-là vont au pénal. C'est ça que vous aurez à dire au juge, hein, pas à moi. Moi, je suis pas juge, moi. Alors, il était au courant ou pas? Là, c'est à lui de vous le dire. Oui, monsieur. Allez, monsieur. Quand même. Je pense qu'il n'était pas au courant. Bien. Monsieur, vous avez discuté avec Bernard Sabat. Oui. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Eh bien, donc, moi, ces clients, vu qu'ils ne souhaitent pas rentrer dans le protocole d'accord que j'ai passé avec leur société, donc, moi, je vais les rembourser. Hein. Alors, on est bien d'accord qu'il y a 6 000 € pour Françoise Marie. Oui. Ça fait 1 450 € pour Fabrice Gott. Oui. Et 600 € pour Christiane Rougier. Je suis d'accord de prendre cet engagement-là pour que ces personnes ne soient pas lésées et qu'aucune personne ne soit lésée. Je vais les rembourser. Faites-le, parce que là, vous pouvez passer à côté de choses gravissimes. Tous, vous, elle et le troisième. Je me suis engagé. Si notre homme joint l'acte à la parole, ce sera alors une bonne nouvelle pour nos témoins sur le plateau. Reste à régler la situation des ex-employés et celle notamment de Thierry. Le gérant nous apporte déjà un élément de réponse. Le juge, au niveau du tribunal, m'a dit ce qui est dû, c'est-à-dire commissionnement plus les frais, seront régularisés. Quand j'étais salarié, j'avais l'habitude de venir régulièrement avec une intention d'avoir le chèque de ma paye pour mes commerciaux aussi. Et c'est vrai que c'était toujours limite. Et je pense que là, ça sera pareil. Bon, merci de nous avoir en tout cas parlé franchement dans cette émission sans aucun doute. Certains fuient leurs responsabilités. Vous avez répondu à nos questions. Merci. Merci. Ah, on nous dit qu'à l'instant, l'associé principal nous rappelle. Allô? Oui, monsieur. Oui, merci de nous rappeler. Malgré les révélations de sa secrétaire, l'homme commence par nous dire ne pas être au courant des fausses signatures et de la situation de ses employés qui ne seraient pas déclarés à l'URSSAF. Pour avancer, nous décidons de lui poser une question plus personnelle. Est-il vrai, monsieur, comme ça a été dit sur ce plateau, que vous avez eu énormément de liquidations judiciaires? 12. 12. J'ai eu 4 liquidations judiciaires. Il n'y en a eu que 4. Oui, j'ai eu 4 liquidations judiciaires. D'accord. Est-ce que vous avez eu une condamnation pour interdiction de gérer, avec interdiction de gérer? Attendez, je n'ai eu aucune interdiction de gérer puisque j'étais actionnaire dans une société qui a malheureusement périclité et dans laquelle je n'avais pas la gérante. D'accord. Et est-ce que vous avez été condamné pour escroquerie? Ça rentre dans le même histoire. dans le délit qui m'avait été reproché. Le problème, monsieur, c'est que quand on a été condamné pour cela, on ne peut plus gérer une société. Est-ce qu'il y a actuellement contre vous une condamnation pénale? Il n'y a pas de procédure pénale. Ok. Bon, alors, voilà ce que nous avons convenu avec le gérant de l'entreprise. Il rembourse et fait un chèque aux 3 personnes clientes qui sont sur mon plateau, dont je vous ai donné les noms tout à l'heure, et également pour son prud'homme à votre ex-employé. Là, ça concerne que 4 personnes et je pense que tout le monde s'en sort finalement à bon compte. Sinon, c'est un regroupement des 80 personnes qui semblent être concernées. Et je pense que ça va aller très loin. Il y a du faux, enfin, il y a tout hein, dedans. Il y a le petit manuel de l'avocat. Il n'y a pas 80 personnes, il y a 38 dossiers. Il y a 38 dossiers qui sont dans les mains de l'agrégation. Monsieur, il y a 80 personnes, rien que dans le département, sans compter vos autres entreprises et toutes les plaintes qu'on n'a pas encore comptabilisées. Je tiens à vous dire quelque chose. Si les gens qui sont sur le plateau, là, on n'est pas remboursé de ce qu'on nous doit, des acomptes qu'on a versés, je vous promets qu'on se réunit tous et que tous on va au pénal. Tous. À mon avis, vous avez du souci à vous faire, hein? Non mais, monsieur, je peux vous répondre. Si le gérant s'est engagé à vous payer... Mais le gérant, c'est un gérant de paille, monsieur. C'est vous qui tirez les ficelles. Vous avez 70% du capital. On est tous d'accord, c'est vous qui tirez les ficelles. Alors, monsieur, vous avez quel emploi dans la société? Je m'occupe de passer les commandes chez les fournisseurs. D'accord. Et donc, vous avez bien 70% des parts? J'ai 60%, oui, tout à fait. D'accord, ok. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a eu une cession de fichiers à une autre entreprise, un fournisseur? Oui, absolument.
Donc il y a un fournisseur... Absolument, le protocole, l'accord avec une société a été entériné hier soir et ils ont rendez-vous cet après-midi avec l'avocat de l'autre société pour avaliser d'une manière officielle. D'accord. Puisque c'est un engagement qui avait été pris la semaine dernière devant les autorités judiciaires. Bien. Je compte sur vous, monsieur, en tant qu'actionnaire majoritaire, pour bien dire aux gérants que tout peut s'arranger et tout peut rester très calme si tout le monde est payé, d'accord ? Il n'y a aucun problème, monsieur. Merci en tout cas de nous avoir parlé dans le cadre de cette émission sans aucun doute. Je vous en prie, monsieur. Au revoir. Devant le risque de se retrouver au tribunal face à un grand nombre de plaignants, l'actionnaire majoritaire s'est engagé, comme le gérant de son entreprise, à rembourser les clients et à régulariser les employés. C'est une bonne nouvelle pour nos témoins, mais nous ne sommes pas encore à l'abri d'un revirement. Quelle sera par exemple l'attitude du gérant après avoir vu son avocat ? Pour le savoir, nous rejoignons immédiatement Timothée Vienne sur le terrain. Allô ? Oui, Timothée ? Absolument, Julien. Bonsoir, nous sommes en compagnie du gérant de la société qui vient de sortir du rendez-vous de l'entretien avec l'avocat et qui accepte de vous parler. Voilà, je vous le passe tout de suite. D'accord. Allô ? Oui. Oui, je vous écoute. Alors, comme on avait annoncé tout à l'heure, les dispositions ont été prises. Bon, ça c'est pour les autres clients. Et on a pris un accord pour les clients qui étaient sur le plateau. On va pas revenir sur cet accord. D'accord. Bon, ben parfait. Écoutez, si tous les autres clients peuvent s'en sortir grâce à ça, tout le monde sortira la tête haute de ce dossier. Voilà, mais comme je vous avais annoncé en direct sur le plateau, donc moi je prenais des dispositions pour qu'un client ne soit lésé. Très bien. Eh bien, je vous remercie, monsieur, de nous avoir annoncé ça. Si vous pouviez me repasser le journaliste. Merci encore, monsieur. Hein. Merci. Au revoir. Merci. Oui, Julien. Bon, bien Timothée, voilà, apparemment les choses semblent bien s'arranger. Il ne vous reste plus maintenant qu'à récupérer ces chèques. Et pour les autres clients qui se reconnaîtraient dans cette affaire, eh bien apparemment, donc, l'accord a réellement été signé avec quelqu'un qui reprendra les travaux. Merci Timothée Vienne pour cette intervention, merci beaucoup. Bon, là je pense que maintenant on peut être vraiment rassuré là. Hein. Oui, Je très bien. pense. Pas vous en Oui. tout cas, mais puis l'avocat, je pense qu'il a dû leur expliquer aussi que Ouais, ce qu'ils risquaient et ce qu'ils... c'était leur intérêt. Ouais. Ok, Eh ben, on vous remercie. hein. vous repartez le cœur un peu plus léger. Ah oui, Ouais, absolument, ouais, oui. Ouais, c'est sûr. Eh bien, on vous remercie infiniment pour tout. Oui. Bon, Merci bah, à vous. beaucoup de bonheur Merci pour à la vous. suite. Merci à vous de nous avoir fait Merci. confiance. Merci messieurs, dames. Merci. Au revoir. Nos témoins sont soulagés. Fabrice et Maryse ont été remboursés. Françoise pourrait l'être en totalité dans les prochains jours. Malgré tout, ils n'ont pas digéré les pratiques présumées de cette entreprise de véranda et de rénovation de fenêtres. Thierry, l'ex-commercial de la société, attend toujours la régularisation de sa situation. Le sera-t-elle ? C'est en tout cas un dossier que nous suivrons de près, dans sans aucun doute.